Bonjour à tous et toutes les maestros du potager. Nous continuons notre série sur la culture des choux. Oui, Si vous êtes fidèles à nos émissions, vous savez que nous avons déjà décortiqué la culture du chou rouge, du chou de Milan, du chou fleur, du chou chinois, etc. une belle collection déjà. Exactement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le maître incontesté du design et de la fractale. Je vous propose d'accueillir le chou romanesco. Ah, le fameux. D'où nous vient ce chou si architectural au juste? Alors, il est originaire d'Italie, de la région de Rome, hein, bon, comme son nom le suggère un peu. Oui. Là-bas, on le cultive depuis assez longtemps. Mais ce qui est étonnant, c'est que son introduction en France est très récente en fait. Ah bon? Oui, elle ne date que de 1990. Ce sont des chercheurs hollandais qui ont réussi à l'adapter pour qu'il puisse bien pousser hors de son terroir d'origine. Et botaniquement parlant, il se situe où? C'est proche du chou-fleur? Oui, c'est un proche cousin. Son nom scientifique, c'est Brassica oleracea var. D'accord. Il fait partie bien sûr de la grande famille des Brassicacées. C'est une plante qui est bisannuelle à la base. Mhm. Mais pour obtenir sa belle pomme, on la cultive comme une annuelle. D'accord. Visuellement, son vert pomme, ça rappelle le brocoli, mais sa structure, elle, est vraiment compacte, pyramidale, unique. Un véritable artiste parmi les choux. C'est ça. Bon, pour celles et ceux qui seraient tentés par l'aventure, comment on démarre? Le semis, c'est la première étape, et j'ai cru comprendre que le calendrier est assez précis pour lui. Tout à fait, le timing est important. La culture complète, ça prend environ 7 mois. Donc, anticiper les semis, ça permet d'étaler un peu les récoltes et d'éviter les déconvenues. Par exemple, pour une récolte en automne, on peut semer sous abri, en terrine ou en godet, dès février ou mars. D'accord, sous abri. Voilà. Si on préfère une récolte d'hiver, eh bien, un semis en mai ou juin conviendra mieux. Mais juin? Et il est aussi possible pour les plus patients, on va dire, de semer directement en pleine terre entre mai et juillet. D'accord. Et la technique de semis elle-même? Alors la méthode la plus sûre, ça reste quand même le semis en pépinière ou sous châssis. On sème les graines assez superficiellement, à environ 1 cm de profondeur. 1 centimètre? Oui, la température de germination idéale est douce, autour de 12 degrés Celsius. Dans ces conditions, les graines lèvent en 5 jours environ. Rapide. Oui. Le point crucial ici, c'est de garder le terreau humide, mais attention, surtout pas détremper, pour éviter la redoutable fonte des semis. Vous savez, ce champignon qui attaque les jeunes pousses à la base et les fait pourrir. Le classique. Voilà, il y a même une option pour une récolte plus précoce. On peut semer en fin d'été ou début d'automne, fin septembre par exemple. Mhm. On repique les jeunes plants après 5 à 6 semaines et on les installe au jardin au printemps suivant, en mars. Mais bon, évidemment, ça implique de pouvoir les protéger du froid durant l'hiver. Logique. Et comment on sait que les jeunes pousses sont prêtes à, disons, quitter le nid? Quand est-ce qu'on les repique? Le signal, c'est quand les plants ont développé 3 ou 4 vraies feuilles, pas juste les petites feuilles de départ, les cotylédons. D'accord, les vraies feuilles. Voilà. Et qui mesurent à peu près une quinzaine de centimètres de haut. Ça prend généralement 4 à 6 semaines après le semis. Arrive le moment de l'installation au potager. J'imagine que ce chou un peu star a ses exigences pour le sol, non? Il a même de grandes exigences. C'est un gourmand. Il lui faut impérativement un sol riche, profond, frais, mais surtout très bien drainé. On l'amendera généreusement avec du compost bien mûr ou du fumier bien décomposé, avant la plantation. Il apprécie aussi un pH neutre, idéalement entre 6,5 et 7. Et la distance entre les plants? C'est souvent là qu'on hésite, on a tendance à vouloir trop serrer au début. Il faut lui laisser de la place. Comptez 50 à 60 cm entre chaque plant sur la même ligne. Et 60 à 70 cm entre les rangs. D'accord. Ça peut paraître beaucoup quand les plants sont petits, mais c'est vraiment indispensable pour que les pommes puissent bien se développer et surtout pour assurer une bonne circulation de l'air. Et pour la période de plantation, on plante quand? Alors, on attend généralement que les dernières gelées soient passées, donc vers mars, avril, selon les régions. Ok. Mais dans les régions douces, on peut planter jusqu'en septembre pour viser des récoltes hivernales tardives. Très bien. Et la technique de plantation elle-même? Au moment de planter, on fait un trou un peu plus grand et profond que la motte. On place le jeune plant dedans, mais attention sans enterrer le collet. C'est la base des feuilles, là où la tige commence. On comble ensuite avec la terre, on tasse légèrement autour du pied et on termine par un arrosage généreux. Ça aide la terre à bien coller aux racines. Voilà nos romanesco installés. Maintenant, comment s'assurer qu'ils prospèrent? L'arrosage semble être un point clé particulièrement pour les choux.
Absolument crucial. Le romanesco est un grand consommateur d'eau, surtout quand la pomme commence à se former. D'accord. Le sol doit rester frais en permanence. Mais attention, frais, ça ne veut pas dire noyé. Un sol gorgé d'eau peut être aussi dommageable qu'un sol sec. L'idéal, ce sont des arrosages réguliers et en quantité modérée. Mieux vaut arroser souvent et peu que rarement et beaucoup. Ok. D'ailleurs, les arrosages irréguliers, c'est un facteur de stress qui peut le faire monter en graines prématurément. Ah, la fameuse montée. On y reviendra. Exactement. Une bonne pratique, c'est d'arroser au pied de la plante pour ne pas mouiller les feuilles inutilement. Ça limite les risques de maladie. On a parlé de l'eau, mais on sait que les choux sont gourmands. Qu'en est-il des nutriments pour notre romanesco en particulier? Faut-il prévoir une fertilisation spécifique? Oui, un engrais pour légumes-fruits ou un engrais spécial chou avec un ratio NPK bien équilibré, par exemple 14-7-18, ça peut être pas mal. On peut opter pour des engrais organiques à libération lente au moment de la plantation et compléter avec un engrais liquide pendant la croissance si on voit que ça peine un peu. D'accord. J'entends parfois parler de la technique du blanchiment pour certains choux-fleurs. Est-ce que c'est pertinent pour le romanesco? C'est une technique qui existe, oui, mais elle est moins courante pour le romanesco que pour le chou-fleur blanc classique. Pourquoi donc? L'idée, c'est de protéger la pomme de la lumière directe du soleil pour qu'elle reste plus tendre et d'une couleur plus pâle. Pour ça, environ 2 semaines avant la récolte, qu'on estime, on peut remonter les grandes feuilles qui sont autour Oui. et les lier délicatement au-dessus de la pomme avec une ficelle naturelle ou un élastique souple, sans serrer. Ça peut aussi affiner légèrement le goût. Mais bon, honnêtement, la beauté naturelle du romanesco avec son vert lumineux est souvent préférée telle qu'elle. Abordons un sujet sensible pour tout jardinier, la montée en graines prématurée. Le moment où la plante décide de fleurir avant d'avoir formé une belle pomme. Le cauchemar. Comment on l'évite avec notre cher romanesco? Ah oui, la montaison. Le moment où le jardinier se dit « non, pas toi ». C'est effectivement l'un des principaux écueils. Plusieurs facteurs peuvent la déclencher, souvent liés à un stress subi par la plante. Les écarts de température importants sont les premiers coupables. Un coup de chaud au-dessus de 25 degrés Celsius ou un coup de froid en dessous de 5 degrés Celsius, ça peut perturber son cycle. Un arrosage irrégulier, le fameux stress hydrique dont on parlait, un sol trop pauvre, ou même une transplantation qui a été faite un peu trop tard. Ça peut aussi l'inciter à vouloir se reproduire en urgence. D'accord. Et on voit des signes avant-coureurs. Oui, il faut guetter. L'apparition d'une petite tige florale qui s'élève au centre de la rosette, des feuilles qui pâlissent un peu, un allongement soudain de la plante. Si on voit ça, il faut agir très vite, idéalement dans les 48 heures. Et si on repère ces signes, y a-t-il encore un espoir de sauver quelque chose? Si la montaison est détectée vraiment très tôt, on peut tenter une intervention. La première chose à faire, c'est de couper immédiatement cette hampe florale à sa base. Couper direct. Oui. Ensuite, il faut essayer de corriger ce qui a causé le stress, mettre un peu d'ombrage si la température monte trop, au-delà de 23 degrés Celsius, c'est déjà stressant. Mhm. Parfois, un petit apport d'engrais liquide riche en azote peut aider à relancer la croissance des feuilles plutôt que la fleur. Un petit coup de boost. Voilà. Mais soyons honnêtes, si la montaison est bien engagée, il est souvent trop tard pour espérer une belle pomme compacte. On aura peut-être quelques petits fleurons, mais pas la belle structure attendue. Bon, croisons les doigts pour que tout se passe bien. Admettons que nos efforts sont récompensés par de belles pommes géométriques. Quand et comment on procède à la récolte? C'est le moment sympa. Le moment tant attendu, oui. La récolte a lieu généralement 3 à 4 mois après la plantation. 3 à 4 mois? Oui, soit entre 75 et 100 jours. Ça dépend un peu de la variété et de la météo, bien sûr. Le meilleur indicateur, c'est l'observation directe. La pomme doit être bien développée, ferme, dense, avec ses petits cônes bien serrés. Bien compact. Exactement. Il faut récolter juste avant qu'elle n'atteigne sa taille maximale et surtout avant que les fleurons ne commencent à s'espacer un peu. Ça, c'est le signe qu'elle va bientôt monter en graines. D'accord. On utilise un couteau propre et bien aiguisé pour couper la tige principale juste sous la pomme, en conservant quelques-unes des grandes feuilles de la base. Ah, on laisse quelques feuilles. Oui, ces feuilles offrent une protection naturelle à la pomme pendant le transport et les premiers jours de conservation. C'est pratique. Parfait. Et une fois cette merveille dans notre panier, comment on la conserve au mieux pour en profiter au mieux? Alors, pour une consommation rapide, dans les jours qui suivent, il se conserve quelques jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Classique. L'astuce, c'est de l'envelopper dans un linge humide ou un sac plastique légèrement perforé pour maintenir l'humidité sans créer de condensation excessive. Mhm.
Si on veut le garder plus longtemps, la congélation est la meilleure solution. Il faut d'abord le blanchir. Le blanchir, comment on fait? C'est simple, on sépare la pomme en petits bouquets, on les plonge 3 minutes dans de l'eau bouillante salée, puis on les refroidit immédiatement dans un saladier d'eau glacée. Choc thermite. Voilà, ça stoppe la cuisson et ça fixe la couleur verte. Une fois qu'ils sont bien égouttés et séchés, on les met en sac congélation. Ainsi préparé, il peut se conserver environ 6 mois. Quels sont les principaux ennemis du chou romanesco au potager? Les maladies, les insectes? Il a, comme tous les choux, ses points faibles, c'est vrai. Côté maladie, la plus redoutée, c'est sans doute la hernie du chou. C'est un champignon qui est dans le sol et qui s'attaque aux racines. Il provoque des gonflements, des déformations, et ça empêche la plante de bien s'alimenter. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif une fois qu'elle est là. Donc, prévention obligatoire. Exactement. La prévention est essentielle. La rotation des cultures est la clé. Il faut attendre au moins 3 ans, idéalement 4 ans, avant de replanter des choux ou d'autres crucifères, navets, radis, roquettes, aux mêmes endroits. Le mildiou peut aussi apparaître par temps humide. Ça fait des taches jaunes, puis les feuilles flétrissent. Pour l'éviter, bien espacer les plants et ne pas arroser le feuillage. D'accord. Et côté insectes? Alors, les altises sont souvent les premières à se manifester au printemps. Ce sont des petits coléoptères noirs, très petits, qui sautent et qui criblent les jeunes feuilles de petits trous. Oui, les feuilles en dentelle. C'est ça. Un filet anti-insectes installé dès la plantation est très efficace contre elles. Ensuite, il y a les pucerons cendrés qui peuvent coloniser les jeunes pousses. En plus d'affaiblir la plante, ils peuvent transmettre des virus. Donc il faut favoriser leurs prédateurs naturels comme les coccinelles, les cirfes ou traiter avec du savon noir, dilué si ça devient envahissant. Et bien sûr, il y a les chenilles de la pyrite du chou, les fameuses chenilles vertes qui peuvent dévorer les feuilles à une vitesse folle. L'inspection manuelle régulière pour écraser les œufs jaunes sous les feuilles ou retirer les jeunes chenilles, c'est efficace si on n'a pas trop de plants. Est-ce qu'il existe différentes variétés de romanesco ou est-ce que c'est un standard unique? On trouve des choix. Il y a quelques variétés, oui, même si le choix n'est pas aussi vaste que pour, disons, les tomates. D'accord. La référence historique, c'est souvent le romanesco natalino. C'est une variété italienne traditionnelle, très belle, très savoureuse, mais peut-être un peu plus délicate à cultiver, un peu plus exigeante. L'original, quoi. Voilà. On trouve aussi des hybrides F1 plus récents comme Veronica F1. Celui-là est souvent conseillé car il est plus vigoureux, plus résistant à certaines maladies et il produit des pommes plus homogènes, plus régulières. Peut-être mieux pour débuter? Oui, probablement. Il y a aussi Romanesco précoce, comme son nom l'indique. C'est une variété plus hâtive pour des récoltes fin d'été ou début d'automne. D'accord. Et pour les climats un peu plus frais, on peut citer Punto Verde, qui est réputé pour sa rusticité et sa belle couleur vert foncé. Donc le choix dépendra un peu des conditions locales et de l'expérience du jardinier. Bon à savoir. Pour optimiser son coin de potager, quelles sont les bonnes associations pour le romanesco? Et l'importance de la rotation, on l'a effleuré avec la hernie, mais c'est vraiment un pilier de la culture des choux, hein. Les associations, c'est intéressant, oui. Il apprécie la compagnie de légumes qui n'ont pas les mêmes exigences nutritives, comme les carottes, les épinards, les betteraves. Ça évite la compétition. Certaines plantes aromatiques, comme l'aneth, la menthe ou la sauge, sont réputées avoir un effet répulsif sur certains de ces parasites. Planter des capucines ou des soucis à proximité peut aussi servir de plante piège pour les pucerons, en fait. Ils vont aller dessus préférentiellement. Malin. Pour conclure, on peut dire que cultiver le chou romanesco, ça demande un certain investissement. De l'attention au sol, à l'eau, une vigilance face à la montaison et aux parasites. Oui, ce n'est pas le plus facile, c'est vrai. Mais le résultat est à la hauteur. Un légume spectaculaire, délicieux et plein de vertus. Merci beaucoup pour toutes ces explications détaillées. Avec plaisir. Dans les notes qui accompagnent ce podcast, vous trouverez comme d'habitude un ou des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent cette émission et nous vous convions toujours à y jeter un œil. Encore une fois, les amis de Potager Maestro, nous vous remercions pour vos abonnements à la chaîne YouTube. Vous êtes simplement fantastiques, c'est super. Sachez également que de nombreux articles potagers sont disponibles sur notre site potagermaestro.fr. N'hésitez pas à y faire un tour pour encore plus de conseils. Plein de ressources. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration potagère. À bientôt et bonne culture, que vos romanesco soient beaux et généreux.